J'y vais. Donc, bonjour à tous, merci de l'invitation. Je ne connaissais pas l'association avant ce matin, donc je sais ce que vous faites. Moi, je suis assez pour, mais j'ai commencé aussi en faisant de l'astronomie amateur dans mon jardin, comme vous. Sauf que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des télescopes de 15 cm, on a des photos avec des argentiques. Bon, les piles ne tenaient pas toute la nuit en hiver parce qu'évidemment, ça ne marchait plus rien. Voilà, et ça commence souvent comme ça. Et après, on se dit que dans cette année, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire d'autre que ça. On fait tout pour y arriver. Et c'est pas forcément aussi difficile que les gens veulent bien dire, en fait. Devenir astrophysicien. Donc moi, je travaille à l'IRAP, là, donc c'est de l'autre côté du canal, juste à côté. Vous venez me voir quand vous voulez. Souvent des conférences, ça peut être intéressant de venir, d'entrer sur un badge de rentrer. N'hésitez pas à venir écouter les professionnels, même si des fois leur langage n'est pas très compréhensible. Donc là, moi je suis responsable d'une expérience sous ballon stratosphérique. Donc je voudrais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et puis vous montrer pourquoi on fait ça. Dans le monde de l'astrophysique, ce n'est pas le moyen d'observation majoritaire. La plupart des gens font des observations au sol, un peu comme vous, mais dans des observatoires à haute altitude, et font des observations satellites. Et le ballon, c'est un peu un truc entre les deux. Et on n'est pas très nombreux en astronomie à faire ça. Et même l'astronomie en France se demande si, parfois, se demande régulièrement, je dirais, s'il faut continuer à en faire ou pas, le ballon stratosphérique. Donc on est dans un contexte où on lutte, nous, pour maintenir ces moyens. Il faut savoir que dans le monde, il n'y a pas tellement de pays qui savent faire ça. Il y a la France, il y a les États-Unis, puis après, la Suède en a fait un peu, le Canada s'y remet, mais le reste pour faire voler des expériences aussi lourdes que celles dont on parle là, et à des altitudes aussi hautes, il n'y a que quelques pays qui savent faire dans le monde. Et récemment, l'astronomie française a rediscuté de savoir si on continuait, si le CNES, donc l'agence spatiale française qui est aussi de l'autre côté du canal, là, pour Toulouse et à Paris, a rediscuté de savoir si on fermait la division ballon du CNES ou pas. Et finalement, la raison pour laquelle on ne l'a pas fermé, les astrophysiciens étaient plutôt en faveur de le fermer, parce qu'il y en a qui prétendent qu'on peut se passer des moyens ballons pour l'astrophysique. Moi, je ne pense pas. Il y en a qui pensent. Et en fait, ça a été sauvé, alors je dis ça un peu ironiquement, mais ça a été sauvé par Donald Trump, parce que les clients majoritaires de ces moyens ballons, ce n'est pas les astrophysiciens, c'est les gens qui étudient l'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre, il y a des problèmes de réchauffement climatique qui sont de plus en plus criants, et il y a des besoins d'aller mesurer des choses à très haute altitude, mais en restant dans l'atmosphère, évidemment, pas depuis les satellites, que seuls les ballons comme ça peuvent faire. Donc, les gens qui étudient l'atmosphère utilisent beaucoup les moyens ballons, et quand le gouvernement français s'est posé la question est-ce qu'il faut fermer les ballons au CNES, on s'est dit ah non, on ne peut pas laisser les Américains faire toutes les études de réchauffement climatique dans la haute stratosphère, parce que sinon ils vont nous dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc, c'est pour ça que la division ballon au CNES en a repris pour 4 ans, ou 5, je ne sais plus, enfin ils ont leur budget qui est accepté, mais tous les 4 ans, 5 ans, on se repose la question, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on pourrait fermer ça et récupérer l'argent pour faire autre chose. Voilà, c'est ça le contexte politique, je dirais, de cette affaire-là. Et après, je n'en parlerai plus. Voilà, donc je vais vous parler de pourquoi on fait des ballons d'astrophysique, ça vous devez vous douter. Un peu d'histoire, quand est-ce que ça a commencé, etc. C'est des choses que j'ai écrites du livre dont je parlais tout à l'heure. Et vous montrer aussi, surtout, que les ballons, c'est une préparation des programmes spatiaux qui est importante de plein de points de vue. C'est les arguments qu'on utilise quand on défend ces moyens ballons pour les préserver. Il n'y a pas que des observations pour faire un ballon, il y a aussi tout ce qu'on prépare pour faire la suite. Après, je vous parlerai de la deuxième partie, c'est les choses qui m'intéressent moi, donc c'est l'expérience dont je suis le principal investigateur, la pilote. On parle de milieu interstellaire,
de cosmologie et de polarisation du rayonnement. Je vous montrerai pourquoi on fait ça, et puis je vous montrerai les premiers résultats de ces vols qu'on a fait avec cet instrument, qui datent vraiment d'il y a quelques mois, et qu'on a publié il y a quelques mois, sous la pression de nos autorités scientifiques, pour obtenir le 3e vol de l'expérience qui va avoir lieu en septembre au Canada, en septembre prochain. Alors, pourquoi aller plus haut? C'est évident, hein, c'est parce que l'atmosphère terrestre qui nous protège, elle nous protège du rayonnement, des rayonnements qui sont néfastes pour l'espèce humaine et d'autres, mais en même temps, elle absorbe, donc ça c'est une courbe d'absorption, de transmission des rayonnements depuis le spectre électromagnétique, depuis la radio, jusque les micro-ondes, l'infrarouge, le visible ici évidemment passe. C'est pour ça que notre œil humain est sensible au visible, c'est parce que l'atmosphère le laisse passer. Parce que si l'atmosphère laissait passer l'infrarouge, on aurait un œil qui fonctionne dans l'infrarouge. Et puis l'ultraviolet, vous voyez, est complètement absorbé, les rayons X, les rayons gamma. Donc l'essentiel du spectre est complètement absorbé. Et il n'y a que le visible et quelques fenêtres atmosphériques là qui laissent passer du rayonnement à quelques endroits. Mais quand on veut observer tout le spectre, il faut accéder à l'espace en dehors de l'atmosphère. Donc, avant qu'il y ait eu des satellites, on a utilisé des ballons en fait pour faire ça. On peut aussi faire en avion, mais alors évidemment, plus on monte haut, moins il y a d'atmosphère qui reste et donc moins il y a d'absorption. Donc par exemple, les ballons qu'on fait voler là, à 40 km d'altitude, moi je travaille essentiellement dans l'infrarouge lointain, là, dans cette zone-là, pour absorber. On a à 40 km, il reste l'équivalent de 1 mètre d'atmosphère comme dans cette pièce. C'est comme si on était à 1 mètre de l'espace en termes d'absorption de rayonnement. Alors qu'au sol, il n'y a aucun photon. Donc voilà, donc on va plus haut, soit en montant sur des observatoires comme je vous l'ai dit, soit avec des avions. Hein, maintenant, il y a des avions qui volent. Il y a un 747. Historiquement, il y avait un avion américain, le KAO, Kuiper Airborne Observatory, qui était un avion militaire. Des avions qui volent le plus haut possible. Avec ça, on monte à 15 km quand tout va bien. Et depuis récemment, c'était un projet qui a duré très longtemps aux États-Unis, puisqu'il a été très controversé. Mais il y a un télescope là dans un 747, c'est SOFIA, ça s'appelle. Et ça, les gens font des observations assez intéressantes dans ce domaine infrarouge. Mais il reste beaucoup plus d'atmosphère que dans le bas. D'accord. Mais on peut mettre dans un télescope comme ça, on peut mettre un gros télescope, je sais plus où il fait le télescope de SOFIA. C'est un 747 qui a que ça dedans. Plus toute l'ingénierie pour suivre des vols, etc. Puis après, il y a les ballons stratosphériques dont je vous parlais. Il y a les fusées sondes, c'est-à-dire des fusées qu'on lance et qui retombent et qui observent un peu. Alors ça, on a beaucoup fait fonctionner ça en astronomie. Le problème essentiel de ces trucs-là, c'est qu'on a des temps d'observation de l'ordre de la minute. On ouvre un truc, on regarde, et puis la fusée balistique est en retour, et on récupère l'instrument. Donc c'est bien, mais ça permet d'être très long, mais ça retombe. Puis après, il y a évidemment des satellites comme ces plans, sur lesquels on a aussi travaillé. Alors, historiquement, les ballons, ça a commencé dans ces dates-là. Les premières choses qui ont été faites en ballon, c'était avec des montgolfières, donc avec des ballons à air chaud, on montait, et les scientifiques anglais avaient dit que ça serait extrêmement intéressant d'aller regarder comment les choses varient quand on monte, la température, etc., la pression. Et la première chose en fait que les scientifiques ont découvert quand ils ont essayé de faire ça, les premiers, c'était Sir James Gletser, le scientifique, que sur cette reproduction d'époque que vous voyez là, ça c'est le scientifique. Il est évanoui. La première chose qu'ils ont évidemment compris, c'est que quand on monte, il y a plus d'oxygène. Et ça, ils ne savaient pas. Et donc, le scientifique était évanoui, et l'opérateur du Coxswain, l'opérateur du ballon, avait les mains gelées et a quand même fait redescendre le ballon et sauvé les deux personnages avec ses dents. Il a défait le lien qui
qui permettait de faire redescendre le ballon avec ses dents, parce qu'il y avait plus de ballons. Voilà, donc c'était déjà dangereux de faire des ballons à cette époque-là, d'être un scientifique qui fait des ballons. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'expériences pour aller voir les pluies des confidences, des choses comme ça. Il y a des reproductions scientifiques. On pense qu'ils sont montés à 10 km d'altitude. Donc, effectivement, à 10 km d'altitude, on se sent mal. Et puis ensuite, il y a évidemment la découverte formidable de Victor S. En ballon, qui mesurait la conductivité de l'air en fonction de l'altitude. Donc, il avait un truc pour mesurer la conductivité de l'air. Et plus il montait, plus il s'est aperçu que la conductivité devenait importante. Ça veut dire que c'était ionisé, l'air était ionisé, et en fait, elle est ionisée par des rayons qui viennent de l'espace. On pensait que les rayonnements ionisants venaient de la Terre, et en fait, ils venaient de l'espace. Ça, c'est la découverte de S, et c'est la découverte de la rayons cosmique, pour l'astrophysique. C'est comme ça qu'on a découvert les rayons cosmiques, et ça lui a valu de partager le prix Nobel en 1936. C'est le seul prix Nobel qui a été obtenu avec des ballons. Enfin, il y en a quand même. Voilà. Et puis après, il y a des expériences complètement folles. En particulier, ce monsieur, Audouin Dollfus, qui travaillait à Meudon, à l'observatoire de Meudon. Moi, que j'ai connu, parce que quand j'étais étudiant à Meudon, il était encore en vie. Il avait un télescope là, sous une coupole, il observait le soir avec ses étudiants. Et je ne savais pas, moi, à l'époque, que dans sa vie, il avait fait ça. C'est-à-dire qu'il était monté, donc il avait une série pressurisée pour éviter le problème d'évanouissement, et il montait dedans, et il s'envolait avec les ballons. Donc il montait comme ça, il y avait un chapelet de ballons, là, comme ça, et il montait jusqu'à 14 km à Villa-Coublay, à côté de Versailles, là, Villa-Coublay. Il est monté à 14 km avec 100 ballons pressurisés, gonflés, à l'hydrogène, je suppose, à l'époque, pourquoi pas. Et il a fait des observations astrophysiques depuis l'intérieur de sa capsule, et il a montré notamment l'existence d'eau sur Mars, sous forme de glace sur Mars. Voilà. Et c'est complètement fou. Aujourd'hui, personne, aucun scientifique ferait le payer très cher pour faire ça. Enfin, ceux qui font ça pour sauter de l'espace, lui, il c'est ça tout seul. Quoi. Et pour redescendre, nous direz-vous, pour redescendre, il avait une carabine et il tirait les ballons. Non, pas pareil. Si on les tire tous ensemble, ça tombe trop vite. Personne ne Et puis, le dernier personnage dans cette histoire des ballons, il est très important, c'est le monsieur qu'on appelle professeur, Jacques Lamont, qui a été un des cofondateurs du CNES, de l'Agence spatiale française, et qui a toujours été un promoteur des ballons depuis sa première expérience qu'il avait fait dans les îles Kerguelen pour lancer des ballons, tous travaillé pour le militaire au départ. Et après, il lui a pris l'idée qu'on pourrait utiliser les ballons pour analyser et étudier les planètes. Et son idée, ça a toujours été d'arriver à lancer des ballons sur d'autres planètes. Donc, d'avoir une fusée qui part, où on lâche le ballon dans l'atmosphère de la planète, on le gonfle, on descend, et après, ça permet, parce que le ballon se réchauffe quand il y a le soleil et se refroidit quand il n'y a plus le soleil, ça aurait permis d'aller faire des sondages. C'est ce qu'on fait dans l'atmosphère terrestre pour les gens qui font de l'atmosphère terrestre, qui font des montées et des descentes, ça leur permet de mesurer des profils verticaux de température, de pression, etc. Et d'aller faire ça à plusieurs endroits. Et effectivement, historiquement, il y a eu une expérience, Vega 2, qui a été faite avec les Russes, en 1985, et qui est, pour longtemps encore, la plus grande distance qu'un vaisseau humain ait parcouru sur nos planètes. C'était sur Vénus. Et ça a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres sur Vénus. C'était 2 ballons qui étaient lancés par des sondes qui étaient lancés avec la Russie. Mais par ailleurs, voilà, il a toujours. Maintenant, il donne encore des conférences, mais c'est de plus en plus difficile. Et pour l'instant, lui, il n'a jamais réussi lui-même à faire son projet préféré. Je pense que ça aurait été Mars. Voilà. Et ça, c'est le livre dont je parlais, les ballons au service de la recherche. J'enverrai les références. Il est très bien structuré. Aujourd'hui, les ballons, ça ressemble à ça. Ça, c'est un petit dessin qui vient de l'agence canadienne et du CNES. Donc,
Les charges utiles qu'on envoie pour l'astronomie sont parmi les plus lourdes. C'est-à-dire qu'on essaye d'envoyer des instruments, des télescopes qui pèsent une tonne ou deux. Au CNES, on est limité à une tonne à peu près avec les moyens qu'on a. Les Américains arrivent à lancer des ballons qui peuvent enlever 2 tonnes à 40 km d'altitude. Pour ça, il faut une enveloppe de ballon très très grande. C'est des enveloppes qui, une fois qu'elles sont dans l'atmosphère, dans la stratosphère, mesurent 200 mètres de diamètre, qui sont faites d'un plastique extrêmement fin. C'est comme du plastique de sac de supermarché. Et qui sont remplis, non pas d'hydrogène parce que ça serait un peu dangereux, mais on parle de réutiliser un jour d'hydrogène pour les ballons, mais d'hélium. Parce que l'hélium c'est plus stable, ça craint moins les étincelles, juste comme ça. Il ne faut pas que ça explose. Donc c'est rempli d'hélium, juste ce qu'il faut pour que, en arrivant dans la stratosphère, le volume qui va devenir plus grand évidemment si la pression diminue, remplisse exactement le ballon. Donc au décollage ça ressemble à ça, et quand ça arrive en haut, c'est une vraie sphère. Et ça, c'est ce qu'on appelle des ballons ouverts, c'est-à-dire qu'il y a des manches ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surpression à l'intérieur. La pression du gaz est la même qu'à l'extérieur. D'accord. Et c'est la force d'Archimède qui fait lever parce que l'hélium est plus léger que l'air de l'atmosphère. C'est ça qui fait la force ascensionnelle, et qui permet de faire monter. En haut, on met une valve comme ça, pour essayer pour pouvoir libérer du gaz au cas où on voudrait essayer de redescendre. Parce qu'en ballon, c'est pas facile de redescendre. La seule façon de le faire, c'est de lâcher du gaz. Et on a aussi du lest, quelque part sur la chaîne ici, qu'on peut larguer pour essayer de remonter. Et en essayant de monter et de descendre comme ça, on essaye parfois de diriger le ballon pour essayer de l'emmener plus dans la direction qu'on voudrait. Mais hormis ce pilotage qui est très rudimentaire, il n'y a pas d'autre pilotage, on prend essentiellement le ballon du voile au milieu. Je vais vous montrer le genre de trajectoire qu'on fait. Voilà. Après, il y a donc l'enveloppe qui permet de la force ascensionnelle. Et puis, il y a un tas, le long de la chaîne de vol, il y a un tas de nacelles. Ça, c'est des nacelles du CNES, donc elles ont ces couleurs pour les reconnaître une fois qu'elles sont posées quelque part, pour les recherches avec un hélicoptère, des choses comme ça. Et celle-là, en particulier, c'est celle qui va rester attachée au ballon, de façon à ce qu'on puisse, une fois qu'on aura séparé ici, 4, c'est un séparateur, pour la fin du vol, pour récupérer la nacelle qui va redescendre sous ce parachute, et tout cet ensemble va redescendre par terre. Cette nacelle-là reste attachée au ballon, et ça permet, elle est géolocalisée, et ça permet de retrouver l'enveloppe du ballon une fois que l'opération est terminée, et on récupère le plastique. Parce qu'on est éco-responsable. Bon, il y a un certain nombre de contrôleurs pour la circulation aérienne, etc. Parce qu'évidemment, on ne fait pas que les avions entrent en perdition. Le parachute, qui est un truc important, il ne faut pas le faire redescendre une tonne ou deux sous parachute, c'est pas tout à fait évident, surtout depuis cette atmosphère très ténue. Donc c'est des parachutes qui ressemblent aux parachutes qu'on utilise dans les rentrées de sondes spatiales quand elles rentrent dans l'atmosphère. Ce genre-là. Souvent c'est 3 parachutes. La difficulté étant qu'il y a très peu de pression à 40 km, donc quand on lâche sans chute libre, le parachute peut se mettre en vrille, donc il faut des parachutes solides, mais en même temps qui se mettent en torche, donc ils ont une ouverture progressive en particulier. Ils ne sont pas ouverts tout d'un coup, sinon ils se déchirent, qui sont ouverts, il y a des maillons de force différentes et qui s'ouvrent progressivement quand l'atmosphère devient de plus en plus dense. Ça c'est pour l'aviation civile. Et puis il y a évidemment de la télécommunication. Il faut être capable de télécommuniquer avec le ballon en permanence, en particulier pour être sûr que le ballon ne va pas aller tomber n'importe où et que ça ne va pas tomber sur quelqu'un. Donc il faut avoir des systèmes qui peuvent devenir très compliqués. Le CNES, ils sont assez compliqués, très redondants, pour être sûr de tuer personne. Je vous montrerai après la télécommunication, tout ça a amené les télécommunications. Ça c'est pareil, c'est pour les avions, c'est une lumière pour voir l'objet qui monte. Après, quand il y a 40 km, il n'y a aucun avion qui peut accéder, mais c'est quand ça monte. Je vous montrer, on lance sur des aéroports, souvent, on est dans des régions où il y a de la circulation aérienne, et aussi à la redescente, quand ça redescend sous parachute. Alors, évidemment, en plus de ce hardware-là, on informe, quand on lance des ballons, on informe de la circulation aérienne, des couloirs, etc. Et on dit qu'il y a quelque chose qui risque de redescendre à cet endroit-là. Et puis la nacelle certifiée. Et l'ensemble, ça mesure typiquement. Alors ça c'est la référence canadienne, c'est la tour
photos, mais en France, ça c'est nos enfants. Donc c'est assez impressionnant. Et la capacité au CNES, on emporte une tonne, un peu plus d'une tonne. Alors, les vols, ça se passe de la façon suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'atmosphère terrestre, à ces altitudes-là, à 40 km, il y a un vent. Et le vent souffle pendant 6 mois de l'année dans un sens et pendant 6 mois de l'année dans l'autre. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle l'inversion dans la stratosphère. Et donc, quand on lance quelque part comme là, par exemple cette expérience qu'on avait lancée de Kiruna en Suède, au-dessus du cercle polaire, vous voyez, on a tendance à faire le tour de la planète. Donc on a des trajectoires qui prennent le sens qu'on fait le tour de la planète, et on se retrouve là, on s'est retrouvé en Sibérie très loin, en hiver. Donc il faut aller récupérer la nacelle à cet endroit-là. Et ça fait partie, donc ça c'est l'aventure associée au ballon, et une grosse partie des aventures consiste à retrouver l'instrument une fois qu'il est descendu sous parachute, parce que souvent c'est dans des contrées inhospitalières. Voilà. Donc ça c'est un vol qu'on a fait avec un instrument, je vous montrerai. Alors, donc ça c'est ce qu'on appelle un vol en défilement, c'est-à-dire que le vent est établi dans la stratosphère, donc on va loin assez vite. Ça va presque aussi vite qu'un avion de ligne. L'autre truc, c'est que entre les 6 mois où ça souffle dans ce sens-là et quand ça souffle dans ce sens-là, évidemment le vent s'arrête. Donc c'est ce qu'on appelle les vols en turnaround. Donc si on lance à cette période-là, on reste essentiellement sur place. Ce qui est intéressant, parce qu'on peut voler longtemps et puis on ne va pas aller récupérer à l'autre bout du monde. Et par contre, ça peut poser des dangers, parce que quand ça fait une marche au hasard, on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Autant là, on est absolument sûr que ça va partir comme ça. Autant là, on ne sait pas si ça va partir par là, par là, par là. Donc là, c'était un lancement de Fort Sumner au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, une expérience que je vous montrerai aussi, qui s'appelle Tornado. Et ça, c'est la montée. Puis après, là, c'est une marche au hasard, essentiellement. Et on s'est reposé à, je pense, peut-être à moins de 100 km de la route. Ça, c'est facile, on y va en voiture. Et puis, les derniers lancements, qui sont pour l'instant réservés aux Américains, parce qu'ils ont une base au pôle sud, sur la côte du pôle sud, où on a une base, mais au milieu, ça ne sert pas à grand-chose pour le ballon. Et là, il lance de McMurdo, et évidemment, comme c'est le pôle, le vent, il fait le tour. Et donc là, on peut lancer un ballon ici, et 2 semaines après ou 3 semaines après, il peut retomber à côté d'où on était. C'est ce qu'on appelle les vols boomerang, c'est-à-dire qu'il part, il revient. Donc ça, les Américains font pas mal de vols comme ça. Et surtout pour l'astronomie, parce que le pôle sud, c'est bien. Bien sûr, ils font ça en été. Un autre avantage, c'est qu'en été, au pôle sud, il y a de la lumière tout le temps. Donc on peut mettre des panneaux solaires sur des expériences et elles ont de l'énergie à bord pendant autant de temps que nous. Ce qui n'est pas le cas de ça. Là, il y a des transitions entre le jour et la nuit. Et ça, il faut les gérer dans le ballon, parce qu'évidemment, quand le soleil disparaît, le gaz se refroidit dans le ballon et le ballon il redescend. C'est là qu'on utilise le lest, on jette du lest pour essayer de remonter et de survivre à la nuit pour avoir le jour suivant. D'accord ? Et ces vols peuvent durer 24, 48 heures, plutôt ces durées-là. Les systèmes qu'on a au CNES sont valides pour ce genre de durée, ils ne le sont pas pour ça. Là, il n'y a que les Américains qui font des choses. Là, ils arrivent à voler plusieurs semaines. Mais évidemment, il n'y a aucun risque de tuer qui que ce soit, parce qu'au pôle sud, il n'y a personne. Voilà. Donc ce n'est pas le cas de Sérieux. Donc on cherche en général quand même à voler là où il y a le moins de monde possible. Mais pour des raisons de sécurité. Et le CNES, je crois que c'est 10-5, donc il faut que la probabilité de tuer quelqu'un soit inférieure à 10-5. Il faut lancer 1 million de ballons pour tuer les personnes. Voilà. Il y a un dernier mode de lancement que je n'ai pas montré là, qui ne sont pas des ballons ouverts. Ça, c'est pour les ballons ouverts. Pour les ballons, on peut aussi essayer de lancer un ballon fermé, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le gaz s'échapper. Alors à ce moment-là, il est pressurisé. Le danger, évidemment, c'est que quand on monte, le gaz s'expande, on trouve une enveloppe qui est très résistante. Et les Américains, maintenant, arrivent à faire ça. Ils ont fait 3 vols. Et l'avantage, évidemment, c'est qu'il n'y a plus de problème de transition jour-nuit, parce que le gaz, il est prisonnier, il ne peut pas s'échapper, donc on descend un peu mieux en monte, et puis on peut durer comme ça très longtemps. Et ils lancent de Nouvelle-Zélande. Ils arrivent à faire des vols très très longs. Ils parlent de mois dans la stratosphère, et ils ont des ballons suffisamment gros et résistants pour monter des charges importantes. Voilà.
Ça c'est l'avantage. Le désavantage, c'est ce qu'on appelle les vols pressurisés. Il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. Et le désavantage, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est au milieu de la mer, et que au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, le ballon il est niveau, essentiellement, et essentiellement au-dessus de l'eau. Donc en fait, ces expériences-là, il y a pratiquement aucune chance de les récupérer. Elles tombent dans l'eau. Quand elles tombent dans l'eau, en plus, on fait exprès de les couler, parce qu'on n'a pas le droit de laisser une enveloppe ou un parachute dans l'eau où il y a des bateaux qui passent. Et donc, on fait exprès de couler le truc au fond pour qu'il n'y ait pas de danger avec la circulation maritime. C'est ça le paysage des vols. Donc c'est pas aussi simple que dans une fusée. Et maintenant c'est plus risqué en fait. Ça peut être un peu compliqué. Ça c'est sur les moyens de télécommunication. Le CNES a développé un moyen qui s'appelle Nausicaa, qui est essentiellement un nouveau système de contrôle des aérostats, c'est les acronymes français du CNES. Et c'est un système compliqué où il y a de la télécommunication avec le sol pour être sûr. Pour les aspects opérationnels, c'est juste pour être sûr qu'on contrôle le ballon tout le temps. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire redescendre quand on veut, que s'il va sur des populations, on peut le faire redescendre avant qu'il y arrive, qu'on peut le faire redescendre pas dans l'eau, si on ne veut pas, etc. Donc il y a tout un système de prévision atmosphérique aussi pour le lancement et pour la redescente. Et en plus, les systèmes de télécommunication qui sont avec des antennes au sol, donc on peut mettre des antennes à différents endroits au sol, ça permet, je vous montrerai un exemple, découvrir les grandes distances, tout en étant sûr qu'on est toujours en contact avec le ballon à travers Internet au sol. Mais c'est doublé au cas où tout ça ne marcherait pas, c'est doublé par des satellites, par de la télécommunication bas débit satellite qui est juste suffisant pas pour récupérer les données astrophysiques, mais pour le cas échéant, couper le lien avec le ballon, etc. et prendre des mesures de donc c'est des systèmes redondants de télécommunication pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc les étapes d'un vol stratosphérique, c'est comme ça. Ça c'était Pronaos au Nouveau-Mexique. Donc on lance ce ballon, je vous montrerai un film d'avancement. Une fois qu'il est en haut, voilà, le ballon est complètement. Ça c'est une photo qui a été prise par un télescope amateur. Si on continue au CNES à lancer des ballons de verre sur amour et à aller récupérer la gamme, vous pourriez d'ici faire des photos comme ça des ballons, parce qu'on le voit à l'œil nu, 200 mètres de diamètre. Quand il est éclairé par le soleil, comme ça on le voit. On voit même le diamètre. Donc vous voyez, il y a la nacelle dessous la qui pend. L'enveloppe a été complètement gonflée. Ça, c'est les manches qui permettent au gaz de sortir si c'est en surpression. Et une fois qu'on est là-haut, on est à 40 km, donc ça c'est une photo de ballon. Voilà. Et quand on a décidé que c'était la fin, on coupe le boulon explosif sur la chaîne de vol, la nacelle se met en chute libre, le ballon se met à monter, il explose, parce qu'évidemment là, et on fait exprès de le déchirer en morceaux. Il y a des systèmes de grappins qui déchirent le ballon en morceaux pour pas qu'il fasse une seule boule de plastique qui tomberait quelque part, peut-être sur une maison ou quelque chose. Donc pour des aspects de sécurité, on essaie que tout le plastique ne redescende pas exactement au même endroit. Ils restent ensemble attachés, mais pas en un seul bloc. Et avec sa nacelle pour savoir où il a tombé. Et puis voilà, on a au sol au Nouveau-Mexique. Vous voyez, là on avait autour de l'expérience qui est là. Je vous montrerai tout à l'heure, on avait vu cette espèce de truc pour essayer que la manite bascule pas. Et vous voyez que là, ça n'a pas loupé, encore plus basculé, parce qu'en fait, elle est montée en équilibre sur le truc, elle est retombée plus loin. Et la raison, c'est parce qu'il y a le parachute qui tombe et qui, s'il y a du vent au sol, qui peut tirer l'expérience sur des grandes distances. Et ça, c'est une catastrophe pour le télescope. Et donc, on essaie que ça n'arrive pas. Donc là, on avait essayé comme ça n'a pas trop marché. On a divers moyens d'essayer de faire ça. On peut aussi essayer de séparer le parachute au moment où ça touche par terre, mais c'est non. Parce que s'il se sépare avant, c'est aussi un problème. Voilà. Donc il y a une ingéniosité technique sur ces aspects qui est assez grande dans ce domaine. Donc voilà, pourquoi les ballons alors, les arguments, c'est que en termes de préparation, par exemple, pour un astrophysicien, si le projet n'est pas trop compliqué, c'est quelques années. Alors que les projets satellites, aujourd'hui, c'est des dizaines d'années. Donc, dans une carrière, on peut faire plusieurs lancements de ballons, moi j'en ai fait plusieurs, alors que les satellites, bientôt on en fera un dans sa carrière. C'était différent. Et voilà. C'est aussi un budget total qui est de l'ordre du % d'un projet satellite. Le projet satellite, ça coûte très cher.
essentiellement parce qu'il y a le lancement, mais aussi parce qu'il ne faut pas se louper, parce que le satellite ne revient pas, et s'il ne marche pas, c'est une catastrophe. Alors que les expériences ballons, vous voyez, elles reviennent, et donc on peut la modifier et recommencer. Et je vous montrerai que ça arrive assez souvent. On a des équipes qui sont beaucoup plus jeunes parce qu'en fait, c'est des formateurs. C'est des expériences qu'on peut maîtriser d'un bout à l'autre dans sa carrière de jeune scientifique. Et du coup, c'est pas des grosses équipes comme le satellite avec des responsabilités importantes internationales, etc., qui font qu'on peut impliquer des jeunes beaucoup plus facilement dans ce travail-là d'un bout à l'autre. Et en plus, c'est très formateur pour la suite de leur carrière, pour après éventuellement faire du satellite. C'est un retour scientifique beaucoup plus rapide que les satellites, forcément. C'est une formation pour les expériences spatiales, une formation technique, scientifique, on montrera des exemples. Et ça sert souvent de démonstrateur ou de qualificateur pour le matériel qu'on va utiliser après dans les satellites. Et puis, c'est un accès écologique à l'espace parce qu'il n'y a pas de lancement. L'hélium, c'est très dangereux pour l'atmosphère, le plastique, on le récupère. Donc, évidemment, il faut emmener tout le matériel à l'autre bout de la planète pour faire l'avion. Mais en moyenne, c'est quand même assez éco-responsable comme façon de faire. Alors, j'ai des exemples de précurseurs de satellites. Alors, vous savez probablement, vous avez entendu parler de Planté Herschel, c'est ces deux expériences européennes qui ont été lancées en 2009 avec Ariane 5 pour aller autour du point de Lagrange, qui est un point stable là, qui permet d'observer le ciel astrophysique alors qu'on laisse la Terre, la Lune et tout le monde derrière. Donc c'est très très bon pour observer, c'est le noir absolu là. C'est plus comme ici sur le campus, on est à des millions de kilomètres de la Terre et le Soleil on le met derrière et donc on met les panneaux solaires comme ça et on observe le vide. Et en plus on refroidit l'instrument rapidement parce qu'il rayonne vers le vide. Donc il devient de plus en plus froid, c'est de mieux en mieux pour l'observation. Et Herschel, par exemple, a fait ces cartographies formidables. Ça, c'est la Voie lactée vue avec Herschel, dans l'infrarouge lointain. Donc, l'émission que vous voyez là, c'est des fausses couleurs, bien sûr, hein, parce que c'est l'infrarouge. Mais le bleu, c'est plutôt courte longueur d'onde et le rouge, c'est plus grande longueur d'onde. Et ça, c'est des poussières qui sont dans le milieu interstellaire. Dans l'espace entre les étoiles, il y a du gaz, de l'hélium, de l'hydrogène, etc. Puis il y a aussi 1% en masse de poussière qui sont des tout petits solides qui sont formés par les étoiles et qui causent l'absorption, quand on regarde la Voie lactée la nuit, les zones noires qu'on voit, c'est l'absorption et l'extinction par la lumière, par la poussière. Et ces petites poussières, elles absorbent le rayonnement UV des étoiles et après, ça les chauffe un tout petit peu, elles sont à 20 degrés Kelvin. Moins de 260 degrés Celsius, et elles rayonnent, comme elles sont très froides, elles ne rayonnent pas dans le visible, elles rayonnent dans l'infrarouge. Et c'est cette émission qu'on voit dans l'infrarouge. Ça, c'est extrêmement utile pour les astrophysiciens, ça leur permet de décrire où est le gaz, où est-ce que les étoiles se forment, dans les régions les plus denses, les étoiles se forment. Ce genre d'observation qui a été possible avec Herschel, elle a d'abord été possible avec les ballons. Hein, et donc ça, c'est le télescope Pronos dont je vous parlais, là, qui a été lancé 3 fois depuis le Nouveau-Mexique en 94, 96 et 99. Moi j'ai fait ma thèse sur ce truc-là, donc j'ai passé des mois, je crois que j'ai même passé une année au Nouveau-Mexique tout intégré dans ce hall, à faire le logiciel pour contrôler ce truc-là en temps réel. C'était un télescope qui faisait 2 mètres de diamètre. Le poids c'est 2 tonnes, donc c'était les Américains qui nous lançaient, parce que le poids c'est pas lancé 2 tonnes. Avec les niveaux, on porte le ballon, on le lâche. Je crois que les Français font un peu différemment, et c'est des longueurs d'onde entre 200 microns et 600 microns qui nous ont permis d'avoir les premiers résultats avant le télescope Herschel. Et en particulier, on a fait des mesures du spectre d'émission de ces poussières. Ça, c'est une représentation de la structure de ces poussières. Et on s'est aperçu de choses étonnantes pour ce qui est des ces poussières, par exemple, on s'est aperçu que dans les régions les plus denses, elles n'étaient pas du tout comme on attendait. On attendait la courbe rouge et on observait la courbe bleue. Ça veut dire que c'était décalé vers les grands longueurs d'onde. Ça, c'est parce que la poussière est plus froide. Et la raison pour laquelle elle est plus froide, c'est très longtemps pour comprendre, c'est qu'en fait, dans ces régions denses, les grains, ils se rassemblent entre eux, ils se collent les uns aux autres. Et ils deviennent plus émissifs. Ça fait des petites antennes millimétriques. Et ils deviennent plus émissifs, du coup, ils se refroidissent plus vite, ils sont
plus froid, etc. Et donc, ces mesures qu'on a faites là, c'était complètement précurseur de ce que Herschel a pu faire après. Et ça nous a positionnés, nous, en tant que scientifiques, c'est-à-dire qu'on savait déjà ce qu'on allait observer. Et donc, dans des projets internationaux comme Herschel, européens, il y a plein de pays qui se mettent à faire un télescope, et après, les pays qui ont fait le télescope et puis d'autres proposent des observations, et c'est une compétition. C'est-à-dire qu'il faut avoir les meilleures idées, il faut avoir les meilleures propositions pour obtenir du temps d'observation sur ces satellites. Quand on sait déjà ce qu'on va chercher, on a une longueur d'avance sur les autres. Et ça nous positionne, c'est un délit d'initié en quelque sorte. Parce qu'on a fait ça avant qu'on sait ce qu'on va voir. Donc on est capable d'écrire dans des propositions, regardez, c'est ça qu'on va voir. Et du coup, les comités d'adaptation du temps nous donnent du temps préférentiel. On a plein d'exemples comme ça. Ça, c'en est un. On a d'autres choses qu'on avait vues avec ce télescope Pronaos. Là, c'est des endroits du milieu interstellaire où on savait qu'il se passait des choses pour la formation d'étoiles. Ça, c'est M17, puis ça, c'est Orion, je pense. Dans Orion, c'est les régions, c'est pas marqué, je pense. C'est les régions, non, c'est M17 dans les deux cas, mais on a fait pareil sur Orion. C'est les régions parmi les plus brillantes du ciel. Il y a énormément d'étoiles qui se forment, les Orion, les trapèzes, etc. Et on savait ça du visible. C'est ici sur le mur, mais et par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est l'existence de choses qu'on avait découvert avec ce truc-là. On avait fait des petites cartes, parce qu'on avait des détecteurs qui ne permettaient pas de faire des grandes cartes. On avait découvert des trucs très froids sur les bords. On a appelé des cœurs froids ou cœurs denses. Et c'est des choses qui ne forment pas d'étoiles. Et pareil, donc il nous a fallu un moment pour convaincre nos collègues que c'était réel, que c'était pas des effets de bord, etc. Mais on a fini par les convaincre, on pense. Et une fois que les satellites comme Planck ou Herschel sont arrivés, on a dit des trucs comme ça, on va en voir plein, partout. Et on a réussi à faire des choses incroyables, c'est-à-dire par exemple à obtenir du temps sur le télescope Herschel pour observer des choses comme ça, dont on ne savait pas à l'avance où elles étaient. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a Planck qui va faire un survol de tout le ciel, il va trouver où sont ces cœurs froids, parce que c'est à peu près les mêmes longueurs d'onde et tout. Puis quand on les aura, avec Herschel, on va les observer. Et les gens de l'allocation du temps nous ont donné le temps pour faire ça. C'est un des seuls programmes qui a été autorisé sur Herschel où on ne connaissait pas les coordonnées de l'objet avant de faire les opérations. Donc ça, c'est un truc qui aurait été impossible sans avoir ces cartes-là qui montraient quelques-uns de ces objets. On a dit on va en trouver des milliers, et effectivement, Herschel, on en a trouvé des dizaines de milliers avec Planck, et qu'on a pu observer avec Herschel. Donc, on n'aurait même jamais fait ces observations avec ces satellites-là si on n'avait pas eu ces informations à l'avance. Personne n'aurait pu les faire. On les aurait peut-être trouvés par hasard de temps en temps, mais on n'aurait pas pu faire ça. Donc c'est absolument crucial, ces observations en avance de phase, pour utiliser au mieux les satellites. Voilà, ça c'était mon truc pour défendre les ballons mais c'est comme ça qu'on défend les choses. Du côté Planck, le satellite Planck, il a observé tout le ciel comme ça. Donc ça, c'est encore une fois, en bleu, là, c'est l'émission de la poussière qui est dans notre galaxie. Ça, c'est la vérité. Le sang galactique est là. Ça, c'est le signe. Donc, vous voyez, cette structure formidable, ça, c'est le grand nuage de Magellan. Et le petit nuage de Magellan qu'on voit depuis l'initiation de galaxies qui sont dans l'orbite autour de l'anneau. Et vous voyez qu'il y a de la poussière partout. Donc ça a été, c'était pas vraiment une découverte de Planck, mais par contre il y a eu des découvertes importantes. Alors Planck, évidemment, la chose qu'il a fait en plus, c'est de mesurer cette émission du fond diffus cosmologique, du CMB, dont Ludovic Monti qui parlera mieux que moi ce soir à la conférence sur Nightbird. Donc ça, c'est des fluctuations d'émission de l'intensité. Quand c'est rouge, c'est plus brillant. Quand c'est bleu, c'est moins brillant. Et c'est la photographie du rayonnement au moment où la lumière et la matière se sont découplées dans l'univers après le Big Bang. On dit que c'est la lumière du Big Bang, en fait, c'est la lumière du découplage, mais et ces fluctuations, évidemment, c'est extrêmement important pour la cosmologie, c'est ça qui donne l'image de l'univers, tous les paramètres. Bon. Alors, c'est très joli. Encore une fois, ce truc-là, ça avait été fait avant, par des ballons. L'expérience Archeops, je vous ai montré la trajectoire là tout à l'heure, c'était une expérience comme ça, qui était exactement un modèle réduit de Planck, c'est le même télescope, c'est les mêmes détecteurs, c'est les mêmes tout, et qui avait fait des observations. Dans ce vol-là, on a fait des observations, vous voyez, c'était un truc qui tourne sur lui-même, il pointe pas, il tourne, et
et il observe un cercle, et quand on se déplace et que le temps passe, ce cercle devient une espèce de temps, comme ça, projeté sur le ciel. On va observer tout ça, et vous voyez les fluctuations qu'on avait mesurées, et quand on les compare à ce qu'on peut mesurer, évidemment c'est beaucoup moins précis et tout, mais c'est exactement la même information. Donc on savait déjà ce qu'on avait observé comme ça. Mais plus que ça, vous voyez, c'est le parallèle que je faisais entre les deux, le satellite et le ballon. Vous voyez que l'instrument se ressemble énormément. À ces longueurs d'onde-là, on détecte le rayonnement avec des bolomètres. Ce n'est pas des appareils photo comme vous et moi, c'est des petits thermomètres en fait, qui mesurent l'élévation de température quand il y a de la lumière qui leur tombe dessus. Ces trucs-là sont maintenus à des températures cryogéniques, parce que si on les met à chaud, ils ne marchent pas du tout, parce qu'il y a beaucoup trop de rayonnement qui arrive. On ne peut pas mesurer le delta de température de l'arrivée de la lumière. Donc on refroidit ces trucs-là. Là, ils sont refroidis à 100 millikelvin. C'est très très proche du zéro absolu. D'accord. Donc vous voyez que c'est exactement les mêmes types de détecteurs pour le ballon et pour les plans focaux se ressemblent énormément. Et c'est des trucs qui sont montés sur des petites grilles métalliques. Et le senseur de température, la grille absorbe le rayonnement, et le senseur, le thermomètre est collé dessus. Et on mesure l'élévation de la température du truc. C'est les mêmes types de détecteurs, c'est des trucs qui sont invisibles. Le thermomètre est invisible à l'œil nu, et ça peut nous faire, je pense. Les cartes, on pourrait comparer, on l'avait fait, la carte de Planck et la carte de Markov, c'est pareil, c'est une façon d'avoir les résultats en premier. Et d'autres effets encore plus intéressants qu'on n'avait pas idée. On commence à observer à ces niveaux de sensibilité-là. On s'attend, le satellite, vous voyez, là il fait des tours sur lui-même, il fait des tours sur le ciel comme ça, et il voit passer plusieurs trucs, il voit passer la galaxie, là, ce pic-là c'est la galaxie, là, à chaque fois qu'il passe dessus, il la voit, d'accord. Les petits trucs là-dessus, c'est des glitches, c'est des particules, c'est des rayons cosmiques, les rayons cosmiques de M. S, qui cette fois sont plus du tout absorbés parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, et qui interagissent avec les détecteurs et qui déposent de l'énergie. Donc on voit des pics. Donc ça, on les voyait aussi avec le ballon et tout. Et puis ce truc-là, la sinusoïde, là, c'est le dipôle cosmologique. C'est parce que cette lumière qui vient du Big Bang, elle est plus chaude d'un côté et plus froide d'un côté, parce que nous, la Terre, on se dirige dans une certaine direction par l'univers, et là où on se dirige, par effet Doppler, le rayonnement est plus fort et il est moins fort derrière. Cette sinusoïde, c'est ça. Ça, c'est très bien détecté. Et ce qu'on cherche à détecter, les fluctuations que je vais montrer, c'est des trucs qui sont dans le bruit là. Ça, c'est le signal d'un détecteur qui fonctionne du temps. Après, on projette tout ça sur le ciel, on l'intègre, et le signal sur nous devient de meilleur en meilleur. On enlève les glitches. La galaxie, ça fait des cartes de la galaxie, je vous ai montré. Sur le ballon, vous voyez ça, vous voyez la galaxie là, elle passe, on la voit aussi. Ce truc-là, les scientifiques, c'est le dipôle, super, on l'a vu et tout. Super, on va se calibrer dessus et tout, parce que c'est un très bon calibrateur. Sauf que c'était pas le dipôle. Et il y a certains détecteurs où il n'y a rien. Et d'autres, vous voyez deux fois le monde. En fait, c'est pas du tout. Il a fallu même longtemps pour savoir ce que c'était, et c'est très intéressant ce que c'est. Ce télescope-là, il regarde par là. Au-dessus, il y a un ballon qui fait 200 mètres de diamètre. Et en fait, il y a des réflexions à l'intérieur du baffle, là. Et en fait, on voit l'émission du ballon. Donc ça, c'est l'émission du ballon. Et elle est anisotrope, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit plus, on voit moins, parce que ça balance comme ça un peu. Et en fait, le pic de ce truc-là, moi j'avais fait cette étude quand cette fois j'étais en postdoc, et le pic de ce truc-là, en fait, il ne suivait pas du tout l'endroit où devait être le dipôle qui lui est fixe dans l'espace. Et en fait, il tournait et ça, il faisait ça, puis après il revenait comme ça pour le voir. En fait, c'était le ballon. Donc ce qu'on a découvert là, c'est qu'il faut faire attention aux effets systématiques instrumentaux qui viennent de l'instrument. Et dans Planck, il y en a aussi plein. Et ça nous a permis de mettre le doigt sur un certain nombre de ces effets, en particulier celui-là, il est optique, donc c'est le beam, hein, le faisceau d'instruments. Quand on a un instrument qui a une certaine résolution sur le ciel, on croit qu'on regarde là, mais en fait, il y a aussi de l'information qui vient même de très très loin. Sur des télescopes comme ça, qui sont très ouverts, plein de raisons, on peut avoir de la réflexion sur les bords du baffle, par exemple, qui font amener de la lumière, même presque de 90 degrés de là où on regarde. Et ça, c'est exactement ça. Des effets de... On appelle ça le bilan.
Il y a aussi la formation des gens. Ça, c'est une image que je montre, parce que ça, c'est mes collègues, ça, c'est moi, à l'époque. Et donc, les gens qui ont contribué à traiter les données de ce ballon, en fait, c'est les mêmes que ceux qui ont fait le succès après mondial, parce qu'il y a eu des prix internationaux, etc. Le prix Nobel, mais bon, il y a eu des prix internationaux. Et en fait, c'est les mêmes, c'est les jeunes, là, et un peu moins, qui ont fait le traitement des données du satellite. Voilà, donc c'est la formation des équipes, c'est aussi extrêmement intéressant. Et c'est en essayant, avec un ballon, d'avoir le même genre de résultats scientifiques qu'avec le satellite d'après, qu'on apprend comment il faut traiter les données, qu'est-ce qu'il faut chercher dans les données, de quoi il faut se méfier, etc. Ça, c'est extrêmement important. Si on partait à l'aventure sur le satellite comme ça, on ferait les plus grosses bêtises instantanément. Voilà, donc je passe à la deuxième partie, c'est la science de pilote. Là, j'ai un film, je crois. Donc ça, c'est des films qu'on fait avec le CNES quand il y a un peu d'argent pour le reste. Ça montre notre Voie lactée, ça veut montrer le milieu interstellaire, et c'est les petits grains de poussière dont je vous parlais. C'était juste pour expliquer au public que ces grains de poussière, on ne sait pas de quoi ils sont faits. Hein. C'est du silicate et du graphite, mais on ne sait pas trop. Donc il y a du noir et du blanc, du silicate et graphite. Et ils tournent sur eux-mêmes, c'est ça la flèche. Et quand il y a un champ magnétique dans le milieu interstellaire, qui est représenté par cette corde qui est tendue, par des mécanismes compliqués, la rotation, vous voyez, s'aligne avec le champ magnétique. Et comme les grains, ils ont des formes, on n'a pas vu, mais ils ont des formes allongées, qui sont plus longs dans une direction que dans l'autre, ils émettent mieux dans la direction qui est plus longue, dans l'infrarouge. Ça fait une antenne meilleure dans la direction du grain qui est plus longue. Et pour cette raison, le rayonnement qu'ils émettent, donc leur rayonnement thermique, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, l'émission Herschel, là, qui ne voyait pas la polarisation, en fait, elle est légèrement polarisée. Légèrement. Les grains ne sont pas très allongés, ils ne sont pas très bien alignés avec le champ magnétique, donc malheureusement, cette polarisation du rayonnement, elle est de quelques pourcents dans la mission. Mais elle existe. Donc c'est ce qui est montré là, la flèche, c'est le champ électrique de la lumière, et vous voyez, il est statistiquement orthogonal aux lignes de champ. C'est ce qu'on pense. Et du coup, si on détecte cette direction, on tourne ça de 90 degrés, on a la direction du champ magnétique. Et c'est une des seules façons en astronomie d'obtenir la direction du champ magnétique. Donc c'est une information extrêmement utile, parce qu'en même temps, le champ magnétique, on sait que quand les étoiles se forment, quand le gaz s'effondre, c'est la gravité qui va former les étoiles, le gaz va s'effondrer sur lui-même pour former les étoiles. Mais par contre, le champ magnétique, lui, il empêche les trucs de s'effondrer. Parce que quand un milieu est ionisé, les particules chargées sont couplées au champ magnétique. Donc si la gravité les amène les unes vers les autres, le champ magnétique dit non, parce que la tension des lignes de champ magnétique empêche le truc de fondre. Et en fait, c'est ça qui régule la formation d'étoiles. Si avec la gravité, il y aurait des étoiles qui se seraient formées dans notre galaxie dès le début, et après, il n'y aurait plus que des étoiles, il n'y aurait plus de gaz, donc il n'y aurait plus d'extinction, il n'y aurait plus de poussière, il n'y aurait plus rien, il n'y aurait que des étoiles, on serait comme dans certaines galaxies qu'on dit elliptiques, dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de gaz, il y a que des étoiles. Et la raison pour laquelle dans notre galaxie, il y a des étoiles et du gaz, il reste du gaz, il y a des nébuleuses et des choses du gaz dans l'espace, c'est parce que la formation d'étoiles a été retenue par le champ magnétique. Et ce phénomène-là, comme on a très peu d'informations sur le champ magnétique, c'est très mal compris. Donc, tous les théoriciens disent bon, le champ magnétique, on ne sait pas très bien quelle est l'intensité du champ magnétique, ni quelle est sa structure, ni quel jeu il joue vraiment dans la structure dans la formation des structures. Donc c'est ça qu'avec Planck, on a observé pour la première fois. Donc c'est cette image de Van Gogh, là, des zooms, etc. Donc la couleur, c'est l'intensité à une longueur d'onde qui est 850 microns. Et la texture qu'on a posée nous dessus avec un ordinateur, etc., avec un logiciel malin, c'est une représentation, c'est une direction. Donc en chaque lieu, on représente cette direction. Et ça, c'est la direction, alors non pas de la polarisation qu'on a observée, mais on a tourné de 90 degrés pour montrer le champ magnétique. Donc c'est la projection du champ magnétique sur le ciel. C'est tout ce qu'on peut mesurer avec ça. C'est la polarisation de l'émission des grains qui nous montre la direction du champ magnétique. Alors, Planck a aussi montré que cette fraction de polarisation, je vous disais que les poussières étaient assez mal alignées, puis la polarisation, c'était pas beaucoup.
2%, c'est parce qu'au sol, quand on observait ça au sol, on y arrive à certaines longueurs d'onde sur des objets très brillants, etc. Et on avait mesuré, et en extinction aussi, parce que les grains ils font aussi extinction, ils polarisent aussi extinction. On sait ça depuis les années 60. Mais on n'avait jamais observé que des polarisations de quelques pourcents, de 0% à 5%, je dirais. Et une des surprises du satellite, ça a été que dans certaines régions du ciel, les régions rouges là, c'est une carte que j'ai fait moi en premier des données Planck à l'époque, on a des régions qui sont à 20% de polarisation. Et ça, c'était totalement pas attendu. Presque pas attendu. Parce qu'évidemment, comme d'habitude, il y avait un ballon, Archéops, qui avait mesuré la polarisation, parce qu'il préparait les plans, et on avait écrit des papiers à l'époque. Alors ça, c'est des cartes, vous voyez, là, on ne faisait pas des Van Gogh, c'est bon, parce qu'on n'avait pas des gros bouts de ciel, avec ça, c'est le plan galactique, ça, c'est le cygne, ça, c'est l'anticentre galactique, ça, c'est le taureau. Et vous voyez, les vecteurs, alors là, on avait montré la polarisation. D'accord. Donc, ce vecteur-là, donc le champ magnétique, comme les traits sont comme ça, c'est le champ magnétique dans le plan de la galaxie, il est essentiellement dans le plan de la galaxie. Ça, on peut comprendre pourquoi. Mais alors là, ça c'est ce qu'on avait mis dans le papier, une figure qu'on avait faite, mais on avait des plus grandes observations, et quand on allait plus loin, le signal n'est pas suffisant pour montrer des flèches comme ça, parce que c'était que le niveau de la direction privilégiée. Et par contre, on avait fait la statistique de ça, en moyennant on a meilleur signal sur lui, et on avait sorti un chiffre des valeurs à haute latitude, et ce chiffre c'était plus que 10%. En fait, on avait mesuré 15% de polarisation. Et c'était ce que Planck a vu des années après. D'accord. Alors, personne n'y avait porté attention à ce résultat. C'est dans un papier scientifique, mais personne n'y croyait en fait. C'est ça. Mais on aurait dû, parce que nos amis cosmologistes américains qui cherchent des choses, alors la cosmologie biologique, on en parlera tout à fait ce soir, mais on cherche des choses qui ont à voir avec ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire c'est des 10-35 secondes au début du Big Bang, pendant laquelle l'univers a changé de taille de façon phénoménale, passant de la taille d'un atome à la taille d'un ballon de en 10-35 secondes. C'est ce que les théoriciens ont trouvé mieux pour nous expliquer ce qu'on observe aujourd'hui en cosmologie, mais on n'a pas de preuve observationnelle de ça. Une des preuves observationnelles de ça, de cette expansion phénoménale au tout début, c'est ce qu'on appelle des modes B, c'est-à-dire que c'est de la polarisation de cette émission du Big Bang que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui a une symétrie particulière. Je vais vous montrer que Planck a vu de la polarisation, donc ça c'est la carte des fluctuations du CRB, c'est la même que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure elle était à plus haute résolution angulaire, maintenant on l'a dégradée parce que pour voir la polarisation, il faut dégrader parce qu'il n'y a pas beaucoup de signal. C'est aussi des polarisations très faibles, mais la texture que vous voyez, c'est le même genre de texture que j'avais mis sur la carte de poussière, mais c'est la polarisation de l'émission du Big Bang. Donc il y a une polarisation qu'on voit, et ça c'est essentiellement ce qu'on appelle des modes E, c'est Ludovic vous expliquera. Ça a à voir avec la matière qui tombe sur des pluies potentielles, ça change la polarisation. Donc ça c'est attendu, mais ce n'est pas les modes B qui viennent de l'inflation, qui sont dus à d'autres choses, complètement d'autres choses, qui sont dues à des ondes gravitationnelles primordiales. Et ces modes B, c'est la quête des cosmologistes aujourd'hui. Donc aux États-Unis, il y a des millions, milliards qui sont dépensés pour ça, pour faire des télescopes au sol, au pôle sud, en particulier aussi en Amérique du Sud, pour observer le ciel dans des régions les plus vides possibles, là où il y a le moins de contamination par notre galaxie, pour essayer de mesurer ces modes B en polarisation. Donc ils travaillent dans le micro-ondes, là où le rayonnement qui est à 2,7 K, le rayonnement du Big Bang est plus fort, et ils essayent de mesurer la polarisation. Ça, c'est ce qu'ils avaient mesuré avec ce télescope qui s'appelait BICEP 2, il y a quelques années maintenant, il y a 5-6 ans. Ils sont sortis sur Nature et sur le web partout en disant ça y est, on a mesuré les modes. Ils ont fait une vidéo sur Internet en allant interroger les théoriciens qui avaient découvert un fake complet avec une bouteille de champagne. Donc à sa porte, ah bonjour, ah ouais, on a découvert, c'est pas possible. Chouïtou de champagne. La totale. Non mais c'est le prix Nobel. On n'hésite pas.
Et nous, on s'est aperçu qu'il y avait un souci. Leur détection, c'est ça. Donc ça, c'est un spectre de puissance. Ludo vous en montrera plein. C'est le spectre de puissance de... Et ça, c'est leur niveau de détection sur ces modes B. Et en fait, ce qu'on a démontré dans un papier avec les données blancs, c'est qu'en fait, ils ont eu des doutes eux-mêmes, les Américains ont eu des doutes eux-mêmes en interne, etc. Les universités n'étaient pas d'accord entre elles. Et nous, on avait les données Planck. Et ça, c'est la région qu'ils avaient observée là. Et elle est assez vide, mais elle n'est pas complètement vide. En fait, ce qu'ils ont vu, c'est la polarisation de la poussière qui est dans notre galaxie et qui est devant la région qui est centrale. Et nous, quand on a pris les données Planck et qu'on a regardé les niveaux qu'ils observaient, c'était exactement ça. Donc, en fait, ils n'avaient pas vu les zones gravitationnelles primordiales dans le signal. Ce qu'ils avaient vu, c'était la contamination par la poussière et ils avaient mal corrigé. En particulier, ils avaient pris des cartes Planck qu'on avait montrées à la conférence, que j'avais montré là, qu'ils ont digitalisées, sans faire attention que le niveau absolu était faux, c'était écrit en haut à droite, digitaliser cette partie-là. Et voilà, ils se sont trompés d'un facteur 3, ce qui était exactement ce qu'il fallait pour expliquer ce qu'il y a. Donc, cette polarisation par la poussière, elle est importante, pas juste parce qu'elle nous donne les réactions du champ magnétique, puis elle nous dit aussi un peu sur les grains, mais aussi parce que si on ne l'enlève pas, on se trompe. Alors il y a un Américain après ça qui a écrit un bouquin qui s'appelle Losing the Nobel Prize, qui faisait partie de cette équipe BICEP. Donc ils ont effectivement perdu, mais ils sont probablement grillés à vie. Donc dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là qu'on essaie d'étudier la polarisation. Alors, l'expérience pilote, c'est cette nacelle, là, vous avez déjà vu, le télescope est là-dedans. Alors on travaille à des longueurs d'onde entre 200 et 500 microns. Alors en fait, on voulait faire ça, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les détecteurs, donc on travaille à 240 microns. Donc, dans le spectre de poussière que je vous ai montré tout à l'heure, c'est près du pic. On se met là où il y a le plus d'émissions de poussière. On ne fait pas de la cosmologie. On essaye de comprendre la polarisation de l'émission de poussière, mais à des longueurs d'onde complètement différentes de celles de Planck. Pour essayer de comprendre cette émission polarisée, quel est son spectre. Parce que, alors, une des raisons, la première, c'est parce qu'il y a plus de signal de la poussière, donc c'est plus facile de mesurer la polarisation à ce niveau-là. Parce que vraiment, le signal sur lui est un problème dans cette mesure. La deuxième, c'est ce que je viens de vous raconter sur BICEP, c'est-à-dire que pour arriver à soustraire cette émission, quand on veut chercher le signal cosmologique qui est derrière, il faut connaître son spectre. Parce que c'est plus facile de la mesurer à ces longueurs d'onde-là et de l'extrapoler en fréquence pour la soustraire aux longueurs d'onde où le Big Bang, l'émission du Big Bang domine. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le spectre de cette émission. Donc, en gros, avec cette expérience, on prend des points dans l'infrarouge lointain qu'on va comparer aux données Planck dans le millimétrique pour essayer de comprendre la forme du spectre. D'accord ? Bon, c'est aussi un peu meilleur parce que plus on est à courte longueur d'onde, plus on a une meilleure résolution avec un télescope donné à cause de la diffraction. Et donc, on a des résolutions, c'est des résolutions sur le ciel, alors, qui par rapport à nos télescopes optiques sont merdiques, hein, c'est plutôt 2 minutes d'arc. Vous êtes plutôt à la seconde, c'est pas très bon, mais c'est meilleur que Planck, c'est 5 minutes d'arc. Ça s'appelle pilote parce que c'était le poisson pilote d'une grosse manip future qui essayerait d'observer les modes B. Voilà. Donc c'est vraiment pour ça que ça s'appelle le poisson pilote. Je me rappelle souvent, parce que les gens me disent souvent qu'on s'est rapproché aux branches après l'expérience BICEP, etc. C'est pas du tout vrai. Ce logo, on l'a fait des années. On savait déjà en fait l'intérêt qu'allaient porter les cosmologistes à ces affaires. Alors l'instrument, il se compose comment ? Il y a une charge pointée là, qui pivote autour d'un axe qui est là. Donc quand on change l'élévation, ça nous permet de changer l'élévation, c'est comme un télescope à l'ITAS. Et en rotation, on tourne, on a une chaîne de vol au-dessus de nous avec un pivot, et donc on peut faire tourner un nacelle comme ça. Donc la combinaison de ça plus ça nous permet de faire des cartes. Le miroir primaire, il est là. C'est un truc. Alors, ce que je dois dire avant ça, c'est que, aux longueurs d'onde où on travaille,
Pour un photon qui vient du ciel, même pour Orion, la région la plus brillante, il y en a 10 puissance 4 qui viennent de l'instrument. Le problème de travailler dans l'infrarouge, c'est que l'instrument émet. Nous, on émet dans l'infrarouge moyen, c'est comme ça que les militaires nous voient la nuit, non, et dans jumelles. Et dans l'infrarouge lointain, c'est des trucs encore plus froids qui émettent, mais tout émet. Donc, le télescope émet, alors on essaie de le faire avec une émissivité la plus basse possible, parce que c'est fait en aluminium, qui est surfacé comme il faut pour que son émissivité soit de l'ordre de 1%. Donc il émet comme un corps noir, mais avec 1% d'émissivité, parce qu'on essaye de réduire le nombre de photons qui viennent de l'instrument. Et puis après ce télescope, tout le reste est dans un cryostat, c'est ce gros bidon là. Et ça, c'est refroidi le plus bas possible, avec de l'hélium. Donc l'hélium 4, on pompe dessus. Quand on pompe, on fait le vide sur un bain d'hélium 4, on atteint 2 Kelvin. Donc l'essentiel de l'optique qui est là-dedans est à 2 degrés Kelvin. Alors que ça, c'est la température ambiante. Et après, là-dedans, il y a encore un étage de refroidissement qui refroidit les détecteurs encore plus bas. Et puis, il faut savoir après où est-ce qu'on a pointé. Il faut faire une carte. Et pour pointer, là par contre, il n'y a pas meilleur que le visible. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a j'ai appuyé sur le panneau. J'ai peut-être touché à quelque chose. Et on détecte pas. Peut-être, ouais, ça a l'air d'être un timer. Votre écho. Ouais, donc, oui, donc on a un senseur. Alors c'est assez intéressant. C'est un truc qui a 15 degrés de champ de vue, qui permet de voir les étoiles. Donc vous avez compris qu'on scanne sur le ciel, donc on n'arrête pas de bouger, donc on fait une grande carte. Et ce truc-là permet de voir les étoiles de jour comme de nuit. Alors c'est moins difficile dans la stratosphère parce qu'il y a moins de diffusion, mais c'est pas évident. C'est un truc qui permet de reconstituer à 15 secondes d'après là où est-ce qu'on prend pendant qu'on est en train de scanner. Avec un catalogue interne d'étoiles et qui sait reconstruire la position et aussi le température. Et c'est ça qui nous permet de reconstruire où est-ce que, quand on remet nos données sur le ciel, où est-ce qu'elle vient sur les cartes. C'est un truc qui a été développé par le CNES spécifiquement pour le besoin des expériences ballons. Parce que c'est assez spécifique. Le pointage en se baladant comme ça à 1 degré par seconde sur le ciel, c'est pas très évident. Et surtout de le faire quand il fait jour. Voilà, donc ça c'est à l'intérieur de l'instrument, mais je crois que j'ai un film après qui montre comment ça se passe. Il y a des. Ça c'est le miroir secondaire. Télescope, tout ça c'est à l'intérieur du cryostat, ça c'est le miroir secondaire. La lumière rentre par la fenêtre d'entrée qui est là. Elle est réfléchie par ce miroir. Là il y a un miroir Schlamp. Et puis ici il y a une lame de Myon, j'en reparlerai tout à l'heure. Des lentilles, il y a 2 lentilles. Une là et une là. Ça c'est la lame de Myon. Et il y a un polariseur à 45 degrés, c'est des fils tendus, très proches les uns des autres, de micro-métal insérés dans du plastique. C'est comme un polariseur.
on fait des écrans de polarisation physique, on polarise la lumière, on met un polariseur croisé, ça éteint complètement la lumière, parce que la lumière est complètement polarisée. Là, celle qui arrive n'est pas complètement polarisée, elle est polarisée que 1%. Donc, le système permet, la lame de myones ici, elle déphase le champ électrique, elle permet de faire tourner le champ électrique, c'est des lames de myones. Et la combinaison de cette lame de myones qu'on peut faire tourner et du polariseur là, permet de faire changer les flux. Quand le rayonnement est pas polarisé, ça ne change rien sur les flux des détecteurs. On a deux Foucault qui regardent la lumière qui est réfléchie par le polariseur et la lumière qui est transmise par le polariseur. Ça, c'est les matrices de bolomètre. Et la différence entre les signaux mesurés par ces deux plans focaux permet de remonter la polarisation. Et on fait des observations avec différentes positions de cette lame de myones qu'on déphase. Et la comparaison des signaux entre ces deux détecteurs permet de construire la polarisation. Alors, il y a plein de difficultés associées. Ça, c'est les détecteurs. Alors, dans des expériences ballons comme ça, on ne peut pas se payer des détecteurs, ça coûte très cher. Des détecteurs comme ça, on ne peut pas se les payer. Donc, ça, c'est des modèles de rechange. Alors, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a utilisé le modèle de rechange de l'instrument Herschel, d'un des instruments sur satellite Herschel. Voilà. Bon, alors, ça a des difficultés. D'ailleurs, jusqu'à hier matin, on était encore en train de se battre avec ces détecteurs de troisième vol, parce qu'on en a qui ne marchent pas comme ils devraient. On a essayé de les réparer, et figurez-vous, quand c'était les gens du CEA qui s'étaient trompés en parlant, vous avez vu la fille de Morgane. Il y avait un court-circuit entre la partie qui a 300 mK dans le détecteur et la partie qui a des cas. Et depuis plusieurs mois, on essayait de refroidir l'instrument, etc. On n'arrivait plus à refroidir les détecteurs. Alors que le test public conteste l'instrument, parce qu'il faut le mettre en pièce ici à Toulouse pour envoyer au Canada. Donc on était sur le point de ne pas faire le troisième vol parce qu'on n'avait pas compris ce qui se passait à l'intérieur de l'instrument cryogénique. Donc c'est des instruments qui sont compliqués parce que c'est basse température. Pour vous donner une idée, quand le cryostat, quand on commence à mettre de l'hélium dedans pour le refroidir, il faut 2 semaines avant d'arriver à haute température. Il faut 1 semaine pour monter en température. Un cycle thermique, c'est 3 semaines. Et quand il y a un truc qui déconne à l'intérieur, il faut aller débrancher un truc, et rebrancher un cadre. Et tout ça, c'est lié à cette affaire de minimiser le nombre de photons qui viennent de notre. Voilà. Ça, c'est le vol. C'est le flux du lancement. Alors, je ne peux pas appeler le son. Vous voyez, on gonfle à l'hélium cet énorme morceau de plastique. Vous avez vu la paille là, dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu au début. Alors là, c'est le soir, malheureusement, donc on a une luminosité après. Vous voyez, un avion là, qui décolle, on est sur l'aéroport de Timmins au Canada, donc on fait ça en même temps que le trafic aérien continue. Et puis des heures après, plusieurs heures après, voilà, on a complètement gonflé. Là, c'est les gens d'opération qui disent est-ce qu'on peut y aller, machin, il faut se parler. Voilà. Il continue à gonfler là, on est encore en train de gonfler. Là, vous voyez la nacelle. Et ici, vous voyez 2 ballons. C'est parce que la technique pour lancer le CNES, c'est il y a le gros ballon, ça c'est celui qu'on voit qui est lancé, il est juste très loin derrière, donc on le voit tout petit. Et le gros qui est devant, il n'est pas si gros, c'est juste pour lever la nacelle. C'est-à-dire que celui-là, il va servir, vous voyez, ils accrochent la nacelle à ce ballon qu'on dit auxiliaire, c'est un ballon auxiliaire. Le ballon auxiliaire est retenu par le camion, hein, pour pas qu'il s'envole tout seul, et il a juste il a juste ce qu'il faut pour soulever la nacelle, puis après on lâche le gros ballon là. Donc là, tout ça c'est le ballon, hein, jusque très loin en bas, parce qu'évidemment il y a très peu de gaz pour l'instant dedans, après il va devenir très gonflé, donc tout ça c'est le ballon, vous voyez. Ça c'est les manches, voilà, après il y a le parachute et tout, et eux, ils tiennent juste la nacelle sous le ballon auxiliaire, et quand on leur dit de lâcher, ils lâchent. S'ils ne lâchent pas, ils restent accrochés, et là ça peut être. Donc, et voilà, et la nacelle, là vous la voyez partir, ça c'est le bacon pour les avions, la petite lumière pour éviter que les avions se prennent. Voilà, et c'est ça le lancement. Malheureusement, souvent on lance le soir, parce que les vents, alors, pour lancer des gros ballons comme ça, c'est compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait de vent de cisaillement dans l'atmosphère, sinon ils se déchirent pas longtemps. Au sol, il faut qu'il y ait 0 vent, quasiment, il ne faut pas qu'il y ait de feuilles qui bougent dans le vent. Donc c'est des conditions particulières. Et quand on lance comme ça, quasiment au temps orange, on a à peu près 2-3 semaines, 1 mois pour lancer.
Si on n'a jamais les conditions au sol qui vont bien, il arrive qu'on ne puisse pas lancer. Alors avec les ballons auxiliaires du CNES, ça facilite un peu. Les Américains qui lancent avec une grue, les conditions sont encore plus contraignantes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas de grande. Ça c'est le genre de trajectoire, vous voyez, là on a lancé de là, ça c'est la montée, et puis là on observe, là on est typiquement en turnaround, vous voyez, une trajectoire aléatoire à peu près. On pensait qu'on allait partir dans la direction du Québec, on est parti un peu, mais quasiment pas. Et c'est pour ça qu'on a pas pu observer aussi longtemps qu'on a voulu prendre des vols, parce que là le ballon commençait à partir par là, et là il y avait des zones peuplées. Donc là on n'a pas arrêté le vol, mais on est passé pas loin de la catastrophe. Puis on a continué à observer, puis là il revenait, on a dit on ne prend pas le risque, on a arrêté le vol. On a arrêté le vol au bout de la foule, on a 5 heures de nuit et 13 heures de jour de vol, à 40 km, ça c'est d'habitude, c'est parfaitement constant. On fait un petit délestage ici pour le bassin de nuit, et voilà. Ça c'est aussi une photo qui a été prise par un amateur au Canada. Et ça c'est un petit film qui montre, ça on regarde vers le haut, là il y a le soleil sur le ballon, et vous voyez la chaîne de vol, ça c'est le ballon auxiliaire là, qui s'est dégonflé et qui restait accroché à la chaîne de vol, c'est ce tour. Ça c'est le gros ballon, vous voyez que c'est l'hélium qui sort par là, et les mouvements qu'on voit c'est parce qu'on est en train de pointer en dessous, donc ça réagit, on pointe en s'appuyant sur la force du ballon. Le ballon il frotte. Et donc ça c'est un film qui montre, on a accéléré, c'est accéléré 4 fois, mais vous voyez le bas de l'instrument, ça c'est le sensor stellaire, le soleil vient de se lever là, ça c'est la Terre. Et on va voir, on voit les mouvements là, on voit les mouvements de la chaîne de vol en réflexion. Et vous voyez, on se déplace, donc ça c'est une bidon. Là on passe par un point de ralliement pour être sûr de ne pas passer en direction du soleil, et puis après on va monter sur quelque chose. On contrôle complètement le pointage. Alors c'est pas génial à ton contrôle, parce qu'on est quand même soutenu par un fil, mais ça suffit. Après la reconstruction a posteriori avec le sensor stellaire suffit pour faire des pâtes. Je vais vous montrer. Ça c'est juste pour montrer que ce premier vol, on avait eu un léger problème d'altobas. En fait, il a fondu au soleil parce qu'il n'était pas bien fait thermiquement. Et on s'est aperçu de la méprise parce qu'on a mis du papier chocolat et à l'envers. Et voilà. Ça c'est un exemple de quoi faire. Ça a produit des données sur une partie du vol. C'est pour ça que en septembre, là, on retourne au Canada pour voler. Ça a été corrigé. Et puis, alors je vous parle des opérations, évidemment, c'est le côté ludique de ces opérations. Ça, c'est une photo d'un lac au Canada. Alors, il y a la forêt. Quand on est par la forêt au Canada, on est dans l'eau. Et des fois, il y a les deux. Et là, vous voyez peut-être un point blanc au milieu là. Ça, c'est un ballon qu'on a réussi, que le CNES a réussi, malgré qu'il ne voulait pas le faire tomber dans l'eau. Le problème du Canada, c'est qu'il y a des lacs, mais ils ne sont pas sur les cartes. Et donc ça c'est l'expérience d'un collègue de chez moi, de l'IRAP, qui s'appelle Uzo, qui est tombé. Ils ont nommé ce lac nouveau, qui n'était pas sur ils l'ont nommé du nom de l'expérience, c'est Uzo. Voilà, et il est tombé dans l'eau. C'était pas grave, ils l'ont récupéré et puis ils ont fait l'eau. En fait, elle était faite pour tomber dans l'eau, mais ils ne voulaient pas la faire tomber dans l'eau, ils ont réussi. En plein dedans, plein de vie. Nous, avec Pilote, voilà l'expérience de retour à la base. Et vous voyez, voilà, on a pété 2-3 sapins. On est arrivé un peu vite. Ça a même décroché le parachute. Ça a pété la lumière du tout. Bon, il y a eu quelques réparations à faire, mais on s'en est sorti. On le sort de là avec un hélicoptère. On y a électronique. Donc les gens de chez nous là, qui partent faire ça, c'est assez. Il y a des histoires, on va plus finir. Hein. Là par exemple, pour arriver là, ils ont dû passer. À un moment, ils ont un camion, ils vont mettre la nacelle dessus. Ils sont en forêt avec les bûcherons canadiens, vous imaginez l'ambiance. Et tout d'un coup, la route s'arrête parce qu'il y a un lac. La route descend dans un lac. Et là, pourquoi? Parce que les castors, plusieurs kilomètres en aval, ont fait un barrage. Et ça a fait un lac, le lac Zo. Et la route, elle descend dans le lac. La route, ça peut être profond, il ne faut pas y aller. Donc les gars, ils sortent des tronçonneuses, et puis ils vont à pied péter le barrage de Castor. L'eau descend, il y a de la boue partout. Voilà, c'est
ça le genre de système. Les ingénieurs chez nous qui font ça, c'est le Canada. Le deuxième vol, on l'a fait en Australie, c'était en 2017. Alors là, c'est d'autres conditions, il n'y a pas d'eau. La raison pour laquelle on va en Australie, c'est parce que c'est l'hémisphère sud, donc on a accès au ciel de l'hémisphère sud, on a observé du imaginaire et tout. Et on se met là, au centre, Alice Springs, c'est la ville la plus connue en Australie, parce qu'elle est sur toutes les cartes, c'est une ville de carte grosse, et elle est exactement au centre. Et on lance de là, d'un aéroport, et l'idée c'est que on lance légèrement en défilement, donc le vent là, il partait légèrement par là, et vous voyez la trajectoire là, ça c'est Alice Springs, et on est tombé là-bas. Les ronds qu'il y a là, c'est la télémétrie. On a une base de télémétrie ici, et si on dépasse, on perd le signal, et on en a une autre qui est à Longbridge, qui est pas sur la carte, par là. On a une autre qui permet de couvrir toute la trajectoire, et on a fait ça. La nuit, on est descendu, ça fait le vent qui change quand on descend d'altitude. Et puis après, le jour, le lendemain, on est remonté à plus que 40 km d'altitude, et puis on part. On a repris les vents, c'est un formidable vol, c'est le record de durée des vols de vitesse. On a été au plafond encore 22 vols. Et un vol total avec le lancement international 33 heures au centre, et c'est la limite, on n'a pas le droit de tourner plus, on peut tourner le maximum, parce qu'après il y a des risques qu'il n'y ait plus de batterie sur la chaîne de vol et qu'on commence à prendre des risques pour la récupération, pour diriger. On commence à prendre des risques pour les populations. Donc c'est le vol parfait, on a des données formidables. C'est l'atterrissage parfait, vous voyez, le genre de paysage complètement différent, totalement plat. Ça, c'est Baptiste Mo, c'est notre ingénieur ici, qui a son chapeau pour les mouches, parce que là-bas, il y a du bétail partout, il y a des mouches. Et c'est infernal à travailler, donc il faut un chapeau avec le bétail. Voilà. Il fait assez chaud. Mais par contre, les conditions, on ne se rend pas compte sur ces photos, on a l'impression qu'on est dans le Midwest américain, mais c'est des conditions démoniaques. C'est-à-dire que là, c'était à deux quand ils sont partis à la récup, avec un 4x4. De chez nous, il y avait aussi 3 Australiens qui sont partis indépendamment avec un autre camion. Le 4x4 qu'ils avaient qui était gros, plus d'essence, avec 4 pneus crevés. Et l'autre, et son collègue à lui, était resté sous un arbre à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et lui, il est parti en hélicoptère, avec un hélicoptère d'un paysan qui était par là. Auquel il a dit il faut que je récupère une nacelle qui est tombée chez vous, et donc il ne connaissait pas les coordonnées, parce que même les télé, donc ils sont équipés de téléphones satellites, ils ne marchent pas. En fait, il est monté dans l'hélicoptère et il a eu un signal qui est venu de son téléphone. Parce que moi j'étais à la base, j'avais la trajectoire du ballon. J'ai pris une photo, j'ai pris les coordonnées GPS et je les ai envoyées à Baptiste en SMS en disant on ne sait jamais. J'ai envoyé les SMS. Il monte dans l'hélicoptère, il était dans l'hélicoptère avec le gars qui parlait anglais, il ne comprenait rien, je le bruit et tout. Et en plus, il n'est pas très bon anglais, en Australie, et quand le gars il a dit bon on va où, parce que moi, les hélicoptères, les autonomies ne sont pas très grands, donc les gars ne veulent pas prendre de risque. Ils venaient de se recharger sur le camion, parce que notre camion australien, il avait mis de l'essence dedans pour recharger un hélicoptère et tout. Donc il s'était rechargé là, et là il dit on va où, et là Baptiste, il y a le SMS qui tombe. Les coordonnées. Complètement, donc, complètement. Et donc il retrouve le parachute, on le voit très bien en orange et tout, le parachute, la nacelle, il vérifie. Alors surtout, il éteint des systèmes, parce qu'il y a, s'il reste de l'hélium dans le cryostat, ça peut être dangereux, ça peut faire une bombe, etc. S'il y a un bouchon de gaz qui se forme, etc. Donc, voilà. Et c'est bon, j'ai la nuit, tout va bien, on va les compléter. Parce qu'il était toujours attaché au parachute. Ce qu'on a peur là, c'est que le parachute, quand il n'y a pas d'arme comme ça, et que ça n'arrive rien, que le parachute tire la nacelle pendant 10 km, c'est arrivé au pôle sud. Au pôle sud, ils ont eu des cas où ils ont fait l'instrument en morceaux.
des kilomètres les uns des autres. Ils ont eu la chance de retrouver les données. Alors, chez nous, les données sont stockées à bord, sur les clés USB. Il y en a plusieurs. Et comme on tombe dans l'eau, on en met en haut, on en bas. Mais on a aussi notre système de télécommunication de qui nous permet de redescendre l'essentiel des données. On a toutes les données. Donc même si on perd l'instrument, on n'a pas les données. Les Américains, quand ils voient le pôle sud, etc., ils n'ont pas de base, etc. Ils font avec les satellites. Mais les satellites, déjà au pôle sud, que les satellites sur l'équateur, donc ils sont très bas sur la maison. C'est compliqué. Et puis en plus, ils n'ont pas les débits pour permettre de transporter toutes les données astrophysiques. Donc, là-bas, quand ils perdent l'instrument, ça peut être intéressant. Bon, ça, c'est juste un truc qui montre à l'intérieur de l'instrument comment ça se passe. Ma polarisation linéaire, là, que je vous ai montré tout à l'heure, elle arrive sur le secondaire, sur le primaire. Et c'est pour montrer. Ça, c'est la lentille. Là, j'ai les deux camps de détecteurs, là. Et on scanne le ciel comme ça, là, dans cette position-là. D'accord ? Puis après, là, on envoie une source. Ça, c'est une source interne de calibration. On envoie de la lumière sur le détecteur pour mesurer sa réponse, pour être sûr qu'elle n'a pas changé. En fait, on va voir qu'elle change. Et puis après, on tourne la lame, là, vous voyez, là, on va tourner la lame. Et en fait, quand on tourne la lame, le champ électrique qui est montré par les traits, là, il se dispose différemment sur les fils, et ça envoie des intensités différentes sur les deux détecteurs. Et c'est ça qui permet de mesurer la polarisation. Donc on a 4 mesures, on a 2 mesures dans cette position, 2 mesures dans l'autre position de lame, et ces 4 mesures, ça permet de déterminer, on parlait de Stokes, la polarisation, que sont l'intensité, et Q et U, les deux paramètres. On a 4 mesures pour mesurer 3 choses, donc ça. Puis après, on réobserve un niveau du ciel et on peut changer la lame. Sinon, à part le fait que c'est un observatoire mobile, c'est un observatoire, donc on a les sources, se lèvent et se couchent, on a des transits. Donc ça, c'est les transits des sources qui nous intéressent. Simplement, pour prévoir les observations, il faut être un peu malin. D'abord parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer, donc ça c'est le trafic comme les trains, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on a observé, ça c'est les différentes sources, ça c'est le temps. Et on regarde qu'est-ce qu'on a déjà observé, qu'est-ce qu'on va observer dans la suite, en sachant que, malheureusement en ballon, on n'est jamais sûr que le vol ne va pas s'arrêter à tout moment. Donc c'est compliqué parce qu'il faut gérer un plan d'observation qui fait sens scientifiquement, en même temps que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et en même temps que les sources, c'est pas exactement comme un observatoire qui est immobile, il y a des sources qui peuvent se lever, se recoucher, se relever. En avion, le livre, c'est bien ça, par exemple, on voit le soleil des fois se coucher, se relever, parce qu'on va dans la bonne direction. C'est un petit truc intéressant, c'est un logiciel pour piloter ça, c'est un observatoire. Ça, c'est comment on fait le pilotage en temps réel, là, je crois que c'est au Canada. Les ordinateurs et machin, ils ont un peu d'intégration, c'est un langage. Et là, il n'y a plus personne, c'est pendant le vol, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne? Parce que tout le monde est sorti dehors pour voir le ballon. Donc voilà, ça c'est Isabelle, mon collègue, qui fait les plans de vol, et vous voyez, à l'œil nu, enfin voilà, la photo, on voit le vol dans le ciel. C'est le matin, et le ballon, lui, voit le soleil, et nous, on voit le Bon, j'ai quelques transparents, c'est pour vous montrer qu'en temps réel, on arrive à voir des choses intéressantes. Donc vous avez compris que on cherche un photon sur 10 000, là en gros, parce que les autres viennent bien souvent, et on cherche ceux qui sont polarisés, et la polarisation c'est pas 1%, c'est un par million. Donc ça veut dire qu'il faut une précision de 1 millionième. Et donc quand c'est comme ça, tout compte. Tout comportement incompris de l'instrument à ce niveau de précision peut perturber la mesure. Un des trucs qui est très intéressant qu'on a vu, on avait déjà vu au sol, on fait des calibrations au sol, mais on s'est aperçu que quand on tourne cette fameuse lame de l'onde dans notre instrument, le signal sur le détecteur change énormément. Ce qui n'est pas normal. Normalement, les photons qui viennent de l'atmosphère, de la pièce dans laquelle on est, et puis de l'instrument, ne devraient pas être polarisés. On fait tout ce qu'il faut pour que l'instrument ne polarise pas la lumière, et pourtant, il la polarise, et pas bientôt, il la polarise à 15%. Et en fait, donc, là par exemple, ce que je vous montre là, c'est les points bleus, c'est le signal de notre source interne de calibration, quand on le voit à l'Australien, par exemple, et les marches d'escalier qu'on voit là, qui mesurent à peu près 12%, c'est quand on change la position de la lumière. Pourquoi ça fait ça? C'est
parce que l'émission qui vient de l'instrument, qui domine tout, elle est légèrement polarisée. Quand on change la lame, ça change la distribution des flux sur le détecteur. Alors ça change la distribution des flux. Et ces détecteurs-là, en plus, ils ont la propriété que quand on met plus de photons dessus, ils ne répondent pas de la même façon. La réponse est différente. Double peine. Et donc, ça montre ça. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu avant. Sur plan, on l'a pas vu parce que ça s'élimine dans le traitement de données sans qu'on le voit. Parce qu'il n'y avait pas de lame tournante sur plan. Et cet effet-là, c'était pas prévu. Et c'est un effet qui a, pour certaines lames du ballon américaines, par exemple, qui a fait en sorte que la ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est parce qu'on a une source interne de calibration d'une grande précision intérieure qu'on peut tenir compte de cet effet. Et d'ailleurs, cette source interne de calibration, on est en train de la revendre à des expériences ballons américaines parce que eux, ils se sont fait avoir par ça. Ils ont pas réussi à avoir. Voilà. Donc on apprend sur l'instrument, et c'est important pour la suite, et même pour les satellites. Ça, c'est le pointage. J'ai montré ça parce que je vous ai expliqué qu'il y a un senseur stellaire, 15 secondes là, super. On sait où il pointe. Il est co-aligné avec notre instrument de mesure de ciel. Normalement, ils sont co-alignés. Ils ne sont pas vraiment co-alignés, ils sont co-alignés. Pas exactement au même endroit. Alors ça, on peut le mesurer sur des sources fortes qui ont été observées avec un satellite, Herschel, en l'occurrence, et pilote, et on voit qu'il y a des décalages et qu'on peut recentrer ce décalage pour corriger cet offset en quelque sorte qui est entre le senseur et l'instrument. Mais en plus, cet offset il change avec le temps. Pourquoi? Parce que l'instrument change de température, le métal se dilate, on change d'élévation, la gravité n'a pas le même effet sur le télescope qui est lourd et sur le senseur stellaire qui est léger. Du coup, l'instrument se déforme. Il se déforme avec le temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré ces écarts avec Herschel. Et ça, c'est la mesure des écarts pendant le vol, en azimut, en élévation, vous voyez, des arcs minutes. Donc, ça change par des arcs minutes. Et donc, on recale comme ça. Et on fait un petit modèle pour interpeller à l'intérieur avec toutes les températures de la structure en métal qu'on mesure en permanence. Ça, c'est des cartes obtenues dans le deuxième vol. Ça, c'est des cartes d'intensité. Ça, c'est une mesure à 30 degrés du sang galactique. Ça, c'est le sang galactique. On parlera tout à l'heure parce qu'on va publier les polarisation sur cette région qui s'appelle la centrale moléculaire, la zone centrale moléculaire autour du trou noir qui est au centre de la galaxie qui est là, par là. Ça, c'est des nuages qui orbitent autour du trou noir. C'est extrêmement brillant cette région-là, c'est la région la plus brillante du ciel. Ça, c'est notre éducateur. C'est des cartes qui font plusieurs degrés. C'est Orion 1 à 2 degrés. Ça, c'est Ophiuchus. Le filament de Ophiuchus. Et ça, c'est le nuage de Magellan. Alors, c'est pas la plus belle image dans l'infrarouge du nuage de Magellan à l'échelle à photo plus haut. Et l'intérêt, c'est qu'on a des mesures en polarisation. Voilà, donc ça, c'est les premiers résultats de l'instrument pilote. Ça, c'est le centre galactique que je vous ai montré tout à l'heure de l'intensité. Et alors, donc, on a repris cette texture dans le bloc. Et vous voyez que, contrairement à d'autres endroits qu'on a vus avant les comptes, la structure du champ magnétique est extrêmement régulière. Ça, c'était la surprise. Et en plus, elle n'est pas dans le plan galactique. Le plan galactique est comme ça, et vous voyez que c'est incliné de 20 quelques degrés. Et on avait des formes sur ce résultat avec le plan de réseau instrumental. Et en fait, ça confirme que cette direction est bien réelle. Et le champ magnétique est incliné dans cette région-là. Et en plus, vous voyez les nuages ici, donc ça, ces régions très brillantes, c'est des nuages moléculaires, c'est des régions où le milieu interstellaire est très dense, qui forment pas mal d'étoiles. Et ces nuages, on sait qu'ils orbitent, là, ça c'est des descriptions d'orbite autour du trou noir, et ils sont très massifs et ils se déplacent très vite. Donc s'ils sont très massifs et qu'ils se déplacent très vite, ils devraient entraîner avec eux le champ magnétique, légèrement. Et donc on devrait voir le champ magnétique qui est très régulier, on devrait le voir se changer de direction à l'endroit du nuage ou autour du nuage. Et on ne le voit pas, sauf pour les nuages les plus massifs. Et ça c'est intéressant parce que le fait qu'on connaisse la vitesse et la masse de ces nuages, et que le champ magnétique n'est pas déformé par le mouvement du nuage moléculaire, ça veut dire que le champ magnétique est très fort. A priori. Si le champ magnétique est très fort, il se déforme moins facilement. Et du coup, on a pu estimer, avec ça, avoir une estimation de l'intensité du champ magnétique. C'est assez indirect, comme souvent en astrophysique.
et on trouve des champs magnétiques qui sont de plusieurs millivolts, et ça c'est assez rare. C'est-à-dire qu'en général, les champs magnétiques interstellaires, qu'on mesure par d'autres méthodes plutôt signal direct, et dans d'autres endroits, sont plutôt 100 fois plus faibles que ça. Voilà. Un champ magnétique apparemment bizarrement ordonné par rapport au plan de la galaxie. Dans tout le reste de la galaxie, le champ magnétique est essentiellement dans le plan de la galaxie. Et là, il est à 22 degrés, et en plus, il a l'air extrêmement fort. Donc c'est ça. C'est découvert. Ça, c'est d'autres cartes prises avec le pilote qu'on n'a pas encore publiées. Voilà. On a des régions, des lecteurs champs magnétiques dans plusieurs régions. Ça, c'est Arnaud. Ça, c'est mieux, je dirais. Ça, c'est assez unique parce que c'est pour ça, c'est essentiellement pour ça qu'on est dans l'Australie ici, pour mesurer le champ magnétique comme ça dans une galaxie extérieure, parce que finalement, le nuage de Rayleigh, c'est une galaxie extérieure à la nôtre, même si elle orbite autour de la nôtre, et c'est une première. Le champ magnétique n'a jamais été mesuré comme ça dans des galaxies, en tout cas avec la polarisation de la galaxie. Ça, c'est pour montrer que la fameuse zone bicep, on l'a aussi observé avec pilote. Cette zone, les Américains avaient plutôt développé. On l'a observé, alors évidemment, c'est des zones où il y a très peu d'émissions par rapport à la galaxie, vous voyez, c'est visible. Alors on l'a observé quand même pour essayer de mettre un chiffre statistique, c'est-à-dire qu'on va moyenner toutes les données là-dedans, pour essayer de mettre un chiffre pour savoir comment la distribution spectrale d'énergie dans un champ vide comme ça se distribue. Parce que il y a des télescopes au sol qui observent encore cette région-là, quand on trouve les données en permanence américains et autres, qui observent ça pour la suite. Et la fin, c'est que dans la suite, vous voyez, un instrument comme pilote, c'est un précurseur des satellites futurs. Donc ça, c'est le satellite Spica, qui est à l'étude en ce moment par les Japonais, les Européens, plein de pays. Moi, je serai à la retraite depuis longtemps, je pense que c'est avancé. Mais à bord de ce télescope, on vient de mettre l'idée qu'on allait mettre un polarimètre. On mesure la polarisation, avant il n'y en avait pas. C'est un instrument qui s'appelle Bebop, et en fait, il est fait exactement sur le modèle du pilote. Le détecteur, ça va être le même type de façon dont on mesure la polarisation. Donc on voit que tout ce qu'on fait là en ballon, c'est finalement de trouver les difficultés, et chercher des façons de les résoudre, faire le traitement des données, préparer des équipes pour optimiser. On est en train d'optimiser cet instrument, quelle bande spectrale. Vous voyez, c'est le même genre de longueur d'onde, c'est le même genre de résolution. Ça sera des résolutions bien meilleures, mais ça c'est le champ de vue. Ça c'est un très bon télescope. Et l'avantage de ce télescope, c'est qu'il a totalement refroidi. Vous avez vu dans le pilote, le miroir primaire n'est pas refroidi, c'est trop gros, on peut des atmosphères. Là, on peut, là, on peut. Donc là, il y a ça c'est des trucs qui refroidissent passivement. Ça va être lancé à L2 comme plan. Donc les panneaux solaires sont derrière, le soleil sera derrière, tout sera derrière, et lui il regarde par là. Et même le télescope, là, il sera extrêmement froid, il est refroidi. Et du coup, la sensibilité va être démoniaque. Et du coup, comme aussi un truc de l'être, spectrale, résolution spatiale, et donc ça va permettre de faire de la polarisation, y compris dans des galaxies, alors pas juste les plus proches de nous, on peut faire les pilotes, mais dans des galaxies, et ça c'est des simulations sur des galaxies extérieures, et les couleurs qui sont montrées, c'est une simulation de bruit qu'on aura en polarisation. Donc on pourra détecter toute la galaxie là, avec une résolution similaire jusqu'au là, en polarisation, avec un instrument comme ça. Vous verrez peut-être là. Ouais, je pense. Donc voilà, restez à l'écoute. Voilà. Bon, voilà les conclusions. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça, c'est des conclusions pourquoi les ballons sont importants. Ça, c'est les premières. Ça, c'est les derniers qui l'ont fait. Je ne suis pas sûr qui est-ce qui prend le plus de risques. Là, mais voilà. Et ça, c'est les enfants. Donc, on parle longtemps en mission. On laisse le début avec vous parce que le début sera bon. Mais voilà, ça c'est leur vision de ce qu'on observe. Et c'est pour rappeler
rappeler que les ballons, c'est plus l'aventure que les satellites. Pour l'astronome, c'est plutôt on reçoit les données sur son domaine, sur son expérience. Alors que là, avec les ballons, il faut vraiment laisser chercher.